Pour éviter de prendre trop de retard, on peut peut-être commencer doucement. Pour ce webinaire sur le cyberharcèlement, comprendre, prévenir, agir. Cette soirée vous est proposée, comme vous le savez, par l'Union départementale des associations familiales de Paris et la Caisse d'allocation familiale de Paris. Chaque personne prendra le temps de se présenter. Rapidement, je suis chargée de mission à l'UDAF de Paris et Myriam, que vous voyez ici, a organisé avec moi cet événement pour vous proposer cette thématique très actuelle. Et nous avons Stéphanie Pouria et Olivier Gérard qui vont prendre la parole ce soir pour nous parler du cyberharcèlement, des risques et comment s'en prémunir. Pour commencer rapidement, l'UDAF de Paris et la CAF de Paris sont des partenaires privilégiés depuis maintenant plusieurs années sur les questions familiales et territoriales, en proposant des actions de soutien à la parentalité comme celle-ci, comme cette conférence que nous vous proposons ce soir en visio. Toutes deux ont été créées en 1945. Ces institutions ont pour objectif de soutenir les familles, les défendre et les accompagner au quotidien dans des thématiques diverses et variées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je vous l'ai expliqué, en tout cas à ceux qui étaient là au début, on va essayer de gérer les questions techniques d'une façon plus simple et plus fluide en passant pour tout le monde par le chat, donc la petite icône discussion que vous devez avoir en bas à droite de votre écran. Vous pouvez nous envoyer les messages et nous, on essaiera de retranscrire les questions au maximum, au mieux possible pour y répondre, mais ça permettra d'éviter le brouhaha. Donc, je vous remercie évidemment de fermer vos micros et si possible aussi vos caméras, puisque le webinaire est enregistré ce soir et sera rediffusé sur différentes plateformes. Voilà, donc pour des questions de droit à l'image, c'est mieux si les caméras sont coupées pour tout le monde. Voilà, je vous remercie à tous d'être là. Je vais continuer à accueillir doucement les personnes qui nous rejoignent et puis je laisse la parole à Myriam Konaté pour vous parler un petit peu du contexte de ce webinaire et puis on laissera la parole à nos intervenants. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis Myriam Konaté. Je travaille à la politique parentalité de la CAF de Paris. Je suis chargée de l'animation des réseaux parentalité. En quelques mots, sur le territoire parisien, la CAF de Paris, elle contribue et elle participe à l'émergence et au développement d'offres de services et d'accompagnement en direction des parents. Nous agissons et nous intervenons sur différents niveaux, donc dans le cadre des prestations familiales et sociales, mais également en accompagnant et en soutenant les associations dans le cadre de financement ou de développement de projets, mais également à des occasions, sur des temps forts sur lesquels nous souhaitons nous mobiliser avec nos partenaires, ce qui est le cas et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Sachez que dans la semaine qui arrive et puis les quelques jours qui vont suivre, jeudi 18, il y a une mobilisation nationale de lutte contre les violences et le harcèlement scolaire. Donc, vos enfants vont être aussi initiés, en tout cas accompagnés sur cette question. Et il nous a semblé important d'être à vos côtés pour répondre à vos questionnements, puisque c'est une préoccupation majeure des parents. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Mais de rien. On va laisser la parole à Stéphanie et Olivier pour donc répondre à toute cette thématique. Et puis, si possible, on essaiera de répondre à vos questions proposées sur le chat et que vous avez envoyées dans les questionnaires plutôt à la fin de la conférence, ce qui va laisser le temps de traiter éventuellement ces questions en amont. Mais n'hésitez pas tout de même, si vous avez quelque chose qui correspond au sujet qui est abordé à ce moment-là, nous envoyer un petit message sur le chat et puis on fera passer la question au moment venu. Voilà. Merci Flora, merci Myriam pour nous avoir invités à intervenir ce soir auprès des parents. Donc peut-être on va commencer avec Stéphanie à se présenter rapidement avant de prendre la parole. Donc je suis Olivier Gérard, je suis responsable du pôle médias et usage numérique à l'UNAF, donc l'UNAF qui est l'Union nationale des associations familiales. Et nous travaillons depuis une bonne quinzaine d'années à accompagner les parents sur toutes les problématiques liées au développement des usages du numérique, notamment par les enfants, les adolescents, mais également par les parents. Et on a, depuis plusieurs mois, travaillé sur cette question du harcèlement et du cyberharcèlement.
Et on développe un certain nombre de ressources qu'on aura l'occasion de vous présenter en fin d'intervention. Peut-être Stéphanie te présenter. Bonsoir à tous, donc, je suis Stéphanie Pouria et je suis chargée de mission au pôle média et usage numérique de l'UNAV. Donc, je travaille avec Olivier sur toutes les questions de numérique et de parentalité numérique. Alors, pour commencer, peut-être d'abord, effectivement, vous l'avez dit, cette thématique du harcèlement, du cyberharcèlement, on est au tout début de la semaine de lutte contre le harcèlement scolaire. On a tous les uns et les autres sans doute entendu soit localement, territorialement, dans son école, via ses enfants, soit via les médias, un certain nombre de situations, de phénomènes de harcèlement qui ont défrayé la chronique. Ça a été notamment le cas au début de l'année scolaire. On a également, et c'est eu l'occasion de voir 2 rapports sortir par les différentes assemblées. Il y a un peu plus d'1 an et demi, le député Erwan Balanant publiait un rapport sur cette thématique du harcèlement et du cyberharcèlement scolaire. Et il y a moins de 2 mois, mi-septembre, c'est une sénatrice qui publiait un rapport autour de cette problématique. Je regardais cet après-midi rapidement le rapport de la mission sénatoriale, alors, qui portait sur le harcèlement scolaire, et je m'apercevais que finalement, les parents et la famille apparaissaient assez peu dans le dispositif, alors qu'il s'agissait de traiter de quelque chose qui était un vrai enjeu pour les parents et les enfants, cette question du harcèlement. Et ça me laissait à penser que l'implication et l'accompagnement des parents sur ces problématiques-là, le rôle fondamental des parents restait encore à renforcer. Et je ne peux donc que saluer l'initiative de l'IDAF et de la CAF de proposer cette soirée pour pouvoir échanger, parce que, vous le verrez, les parents ont un rôle essentiel à jouer. Dernier point d'introduction, on est sur un phénomène alors, qui est évidemment difficile à mesurer. D'ailleurs, les 2 rapports évoquaient le fait de renforcer les études pour mieux appréhender ce phénomène. Mais si on prend les chiffres du rapport de Madame la sénatrice, on estime qu'il y aurait actuellement entre 800 000 et 1 million d'enfants qui auraient été concernés par une situation de harcèlement, ce qui veut dire à peu près 2 à 3 enfants par classe. Ce qui montre qu'il s'agit d'un phénomène qui est très important, et d'autant plus, on le verra, qu'au-delà du chiffre des enfants harcelés, évidemment, il faudrait rajouter les enfants qui peuvent être les auteurs du harcèlement, les enfants qui peuvent être témoins de ces situations de harcèlement, et in fine, on sait bien que lorsqu'il y a un enfant dans une classe qui est concerné, c'est bien plus d'enfants qui sont impliqués dans ce phénomène de harcèlement, et de fait, bien plus de parents. Donc, on est vraiment dans une problématique qui est actuelle, essentielle, et sur laquelle il est important que tous, on puisse s'engager. Alors, on nous a demandé comme première question peut-être de redéfinir ce qu'était le harcèlement, parce qu'effectivement, on a intitulé cette intervention « Comprendre, prévenir et agir », et il est important de partager sur ce qu'est le harcèlement, ce qu'est le cyberharcèlement, pour avoir tous le même niveau d'information. Alors, le harcèlement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a fait l'objet de beaucoup d'écrits, beaucoup de rapports. Et aujourd'hui, on peut donner une définition du harcèlement. Donc, j'ai repris la définition qui a été mise en avant soit par l'Éducation nationale, soit par les 2 rapports parlementaires, qui définit le harcèlement comme une violence répétée, une violence qui peut être verbale, physique ou psychologique, qui peut être le fait d'une ou plusieurs personnes, qui va être fait à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Donc, on a cette définition du harcèlement, ce qui permet, en reprenant chacun des termes, de finalement mieux mesurer de quoi on parle. D'abord, le harcèlement, c'est une situation de violence. Je l'ai dit, une violence qui peut être verbale, physique ou psychologique. Donc, on voit déjà que le champ du harcèlement est très important. Il y a différents types de harcèlement. Ensuite, un élément essentiel du harcèlement, c'est la dimension de répétitivité. Il s'agit donc de violences qui vont se répéter régulièrement durant une longue période. Cette répétition qui peut aussi d'ailleurs prendre la forme d'une répétition qui peut être moins fréquente, mais qui va se faire sous forme de groupe ou sous forme de ce qu'on appelle le meute. Et la loi a d'ailleurs évolué en ce sens
il y a maintenant 3 ans. Donc, on voit une violence répétitive face à des victimes qui sont souvent isolées. Alors, la victime va être isolée. La victime va surtout la victime va subir ce harcèlement, notamment en raison d'une stigmatisation, d'une différence qui peut prendre évidemment plusieurs formes. Ça peut être l'apparence physique, ça peut être l'identité de genre, et notamment on sait que les formes de harcèlement ou de cyberharcèlement liées à des considérations de sexisme sont parmi les plus fréquentes. Ça peut être lié à un handicap, ça peut être lié à un trouble de la communication, ça peut être lié à des centres d'intérêt qui vont être différents. En fait, toute différence, finalement, toute fragilité perçue, ressentie, peut être le terreau d'une fragilité, donc le terreau de harcèlement. Autre élément important, je l'évoquais, l'effet de groupe. Dans la situation de harcèlement, on est souvent en situation où on a une victime qui va être face à un groupe qui peut être composé d'un meneur et de suiveurs, mais un effet de groupe qui est un élément important dans la mesure où les situations qui vont arriver au sein de ce groupe vont finalement s'auto-alimenter et s'auto-renforcer, et il sera très difficile pour chacun des membres du groupe de prendre du recul, d'essayer de penser autrement, parce qu'à un moment, l'effet de groupe sera tel que le risque, ce sera d'être exclu du groupe et finalement de devenir aussi peut-être à un moment une nouvelle victime de ce groupe-là. Donc cette dimension de groupe, elle est extrêmement importante. Dernier point dans cette définition du harcèlement, c'est la question de la volonté ou de l'intentionnalité. Alors, pendant longtemps, on a considéré que le harcèlement était lié à une volonté, une intentionnalité de vouloir nuire, de vouloir blesser. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une remise en cause, une remise en question de cet aspect-là, et on peut considérer que même s'il n'y a pas intentionnalité volontaire de nuire, on peut néanmoins être dans des situations de harcèlement. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en discussion. Cette définition, elle permet aussi de tout de suite clarifier un élément important. On est tous parents, on est donc évidemment très sensible à ce qui peut arriver à nos enfants, mais cette définition, elle doit aussi rappeler que les enfants entre eux peuvent avoir parfois des relations compliquées, des relations qui peuvent aussi nous sembler un peu anormales, des comportements qui peuvent être inacceptables, mais qui pour autant ne relèveraient pas de la situation de harcèlement, mais qui peuvent être le fait de bagarres, de disputes. Et donc, il faut bien faire attention de ne pas oublier que le harcèlement est quelque chose de bien défini et qu'une dispute entre deux enfants, où il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas d'effet de groupe, il n'y a pas de rapport de domination entre l'un des enfants par rapport à l'autre, ne sont pas des situations de harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être toujours acceptables et qu'il ne faut pas les régler, mais on est sur autre chose que le harcèlement. Donc voilà pour définir le harcèlement. La spécificité de ces dernières années, c'est que ce harcèlement s'est finalement renforcé, s'est finalement doublé de situations de cyberharcèlement, c'est-à-dire en fait l'utilisation des outils, des nouvelles technologies à des fins de harcèlement. Mais le cyberharcèlement, c'est avant tout des situations de harcèlement. Alors néanmoins, quand on regarde quelles sont les formes de cyberharcèlement aujourd'hui les plus fréquentes, on s'aperçoit qu'il y a d'abord de multiples outils qui vont être au service de ce cyberharcèlement. Ça va être les téléphones portables, ça va être les messageries, ça va être les jeux, ça va être les réseaux sociaux, ça va être les fonctionnalités de photos, de partage de photos. Finalement, tous les usages, tous les outils numériques peuvent servir au cyberharcèlement. Et de fait, les formes de cyberharcèlement sont extrêmement nombreuses et on aura l'occasion d'y revenir. Ça peut être évidemment des insultes, des menaces sur des espaces numériques et non plus uniquement, je dirais, dans la cour ou dans la rue. Ça peut être
la publication de photos ou le partage de photos ou de vidéos. Ça peut être la propagation de rumeurs. Ça peut être aussi des partages de contenus à caractère sexuel. Et là, on pense notamment à tout ce qui relève du sexting ou du revenge porn. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, harcèlement et cyberharcèlement ne sont pas déconnectés. En fait, aujourd'hui, on peut considérer que quasiment tous les cas de harcèlement vont se doubler de situations de cyberharcèlement, tant les éléments sont très proches. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que le cyberharcèlement a quand même renforcé finalement l'effet ou les conséquences du harcèlement. Alors, on peut citer un certain nombre d'éléments. D'abord, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on était en matière de harcèlement dans une situation de violence. Finalement, la puissance de ces outils numériques, la viralité notamment de ces outils numériques, la rapidité de diffusion d'un contenu, d'un message, d'une photo, font que finalement le comportement qu'on va avoir, la violence qu'on va avoir, elle va être très rapidement démultipliée, elle va être beaucoup plus rapidement, elle va atteindre un plus grand nombre de personnes et finalement, on va avoir un moment impossibilité de contrôler ce qui va devenir de ces messages, de ces photos partagées. C'est un élément important. Deuxième élément important qui est lié aussi aux usages numériques, c'est que finalement, on va pouvoir atteindre un nombre de personnes totalement, quasiment illimité. Là où avant, dans les situations de harcèlement, il était parfois, ça restait dans des groupes qui restaient limités en nombre. Aujourd'hui, avec la puissance de ces outils numériques, le groupe finalement qui va contribuer à des formes de harcèlement, encore une fois, va être potentiellement limité. Alors quand je dis potentiellement, ça veut dire si à un moment, il n'y a pas de blocage ou il n'y a pas de situation technologique qui permet de limiter la diffusion, on pourrait imaginer que la totalité finalement des utilisateurs soit inclus dans le dispositif de harcèlement. Deuxième élément qui est extrêmement important et qui est lié spécifiquement à ces outils numériques, c'est l'absence de refuge. Et ça, c'est une vraie différence par rapport aux situations de harcèlement précédentes. C'est que pendant longtemps, on savait que l'enfant harcelé avait des espaces, notamment la maison, la chambre, sa chambre, sa maison, où il était protégé, où il pouvait respirer, il y avait une forme de refuge. Aujourd'hui, ce refuge-là n'existe plus dans la mesure où les outils numériques vont permettre d'aller de manière continue toucher l'enfant, toucher la victime. Et ce refuge-là n'existera plus, il va voler en éclats en raison de l'omniprésence des outils numériques dans la vie de l'enfant, dans la vie des adolescents. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'enfant victime, finalement, n'aura plus d'espace ni pour respirer, ni d'espace où il pourra se sentir en sécurité. Pour le moins sur les espaces numériques, espaces qui sont aujourd'hui, on le sait, les premiers espaces sociaux des enfants, des adolescents notamment, mais aussi de plus en plus des enfants. Et ça va devenir des lieux d'insécurité, de mal-être, et forcément, ça va renforcer l'impact que peuvent avoir le harcèlement et le cyberharcèlement sur l'enfant. Autre élément important qui est propre au cyberharcèlement, c'est cette espèce d'anonymat qu'il y aurait sur en tout cas, ce que certains évoquent comme une illusion d'anonymat, puisque sur Internet, on peut utiliser des avatars, on peut utiliser des pseudos, et donc on peut avoir le sentiment d'être en situation d'anonymat. Alors on sait qu'on ne l'est pas, mais en tout cas, ce sentiment-là va créer ou renforcer un sentiment d'impunité, voire, si on reprend les propos d'Angélique Gozlan, de désinhibition toxique, c'est-à-dire que l'enfant, les auteurs, vont se sentir libres de pouvoir tout faire. Ils vont ne plus avoir finalement de limites, se sentant à la fois protégés par ce sentiment d'anonymat et étant en ligne, il y a encore aujourd'hui parfois le sentiment que les lois, les textes réglementaires ne s'appliqueraient pas en ligne et qu'on pourrait finalement être dans une espèce de zone de non-droit. Et ça, on y reviendra, mais c'est important de ne pas oublier que la loi s'applique évidemment aussi dans les espaces numériques. Enfin, un autre élément important, et c'est lié à aux outils numériques, c'est finalement l'absence de lien direct avec la victime. Là où le harcèlement physique classique se passait en confrontation directe avec
finalement un harceleur qui était face à face avec la victime. Là, tout va se faire à travers le prisme des écrans, qui d'ailleurs portent très bien leur nom. Pour le coup, ça va faire écran à la relation physique directe entre l'auteur et la victime. Et là, ça va évidemment aussi avoir un impact sur la poursuite de ces situations de harcèlement, dans la mesure où l'empathie, on pourrait imaginer dans certaines situations, où le fait de voir la réaction de l'enfant victime qui peut entraîner des mécanismes qui vont peut-être faire réfléchir l'auteur ou ceux qui participent aux situations de harcèlement. Souvent, lorsqu'on est caché derrière son écran avec son clavier, on va perdre cet impact-là et du coup, on va avoir une espèce de nos limites pour mener, pour réagir. Donc voilà, on voit qu'on a un certain nombre de spécificités propres au cyberharcèlement qui sont des spécificités qui vont plutôt dans le sens d'un renforcement, évidemment, de l'impact que peuvent avoir ces situations de harcèlement sur la victime. Et c'est bien le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Alors, on sait également, et ça, un certain nombre d'études l'ont montré, que les conséquences du cyberharcèlement sont souvent plus fortes pour les victimes que des situations classiques de harcèlement traditionnel. Et par exemple, chez la victime, évidemment, le harcèlement va entraîner des troubles psychologiques, ça va entraîner des peurs permanentes, une espèce d'anxiété, parfois aussi un isolement, un repli sur soi. Et tous ces effets-là vont être démultipliés dans des situations de harcèlement versus des situations plus classiques de harcèlement. Donc, on voit qu'on est sur quelque chose qui, sur le fond, est une évolution de choses qui existaient préalablement. Le harcèlement n'a pas été inventé par les outils numériques, mais en tout cas, les spécificités, la puissance, la manière dont les outils numériques sont utilisés ont un effet extrêmement important sur les situations de cyberharcèlement. Et ça, c'est un aspect important qui nous semblait nécessaire d'évoquer avec vous en premier point de notre présentation. Alors, du coup, je continue sur un deuxième aspect qui, sauf si peut-être il y a déjà des réactions sur ces différents aspects. J'ai une personne qui demande comment identifier une victime, mais peut-être qu'on va en parler plus tard lorsqu'on va parler des mécanismes plus précis. Donc, quand on parlera effectivement de comment repérer les situations de harcèlement, on aura l'occasion de revenir sur finalement comment on peut identifier la victime. Tout à fait. Juste une intervention sur effectivement un partage sur la définition et sur le cadre en fait de ce qui est la question du harcèlement, sur la notion de répétition, de phénomène de groupe, de processus d'isolement. Parmi les préoccupations des parents, c'est sur cette surprotection, effectivement, sur quand un parent, pour lui, ça s'apparente à du harcèlement et que ce n'est pas forcément le cas pour l'enfant. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on développera aussi sur cette seconde partie, mais il me semblait important d'intervenir après cette définition du harcèlement. Oui, bah, on le verra tout à l'heure, mais dans les signes qui peuvent nous laisser à penser qu'on est dans des situations de harcèlement, d'abord on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ces signes qui peuvent relever d'autres enjeux, d'autres problématiques, et qu'effectivement, on voit bien que malgré cette définition quand même assez précise, il y a un certain nombre de notions où commence l'effet de groupe, où commence qu'est-ce qu'une violence, à partir de quand elle commence, et que ce sont des choses qui ne sont évidemment pas simples et qu'il faut réussir à
repérer à partir de quand on passe de quelque chose qui est de taquinerie entre enfants, de situations qui commencent à être plus problématiques. Et là, les parents ont notamment peut-être un rôle à jouer, et on y reviendra effectivement. Les notions importantes par rapport au harcèlement, cyberharcèlement, pour bien l'identifier, c'est vraiment la répétition et l'isolement de la victime, en fin de compte. Si effectivement, si c'est une chamaillerie entre copains, la victime ne sera pas forcément isolée des autres élèves. Que la plupart des victimes de harcèlement, cyberharcèlement, sont complètement isolées du groupe à l'école, au sport ou autre. Donc, c'est vraiment la répétition dans le temps et le fait d'être complètement isolé. Et l'une des difficultés peut-être de cette notion de répétition, c'est que, et je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé, mais c'est vrai que dans des situations de cyberharcèlement, la notion de cyber déstructure un petit peu la relation à l'espace et au temps. C'est-à-dire que là où il y a 30 ans, un effet de répétition pouvait s'inscrire dans un temps assez long, aujourd'hui, finalement, on pourrait imaginer qu'il y ait des chamailleries numériques, c'est-à-dire des taquineries en ligne qui vont se répéter à la mesure où ça va se faire plusieurs fois par jour et qu'on pourrait, en tant que parent, se dire, ben voilà, là, il y a une répétition. Parce que les outils numériques et les chamailleries, entre guillemets, les disputes entre copains, copines sur des univers numériques, ça va être aussi beaucoup plus fréquent. Et donc, c'est aussi la difficulté, c'est que ce qui était répétitif il y a 30 ans n'avait pas la même durée, la même temporalité que ce qui est répétitif aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simple, à évaluer, mais et qu'effectivement, on peut parfois, en tant que parent, vouloir être très attentif à ces situations, imaginer qu'on est dans quelque chose qui relève du harcèlement, et c'est évidemment essentiel en tant que parent, et qu'il peut y avoir un décalage avec l'enfant qui, lui, considérera que, ou qui vivra quelque chose qui est plus de l'ordre de la relation avec ses copains, une manière de se parler ou avec ses copines, etc. Donc, c'est des choses difficiles à évaluer. J'ai alors une question concernant les peines pour les harceleurs. On y reviendra dans une partie suivante. Donc voilà, je me permets de repousser ça. Une personne donc, qui nous dit « Je connais le cas d'un enfant qui n'a pas été isolé de son groupe et été harcelé par une enfant qui n'était pas dans son groupe. Voilà, c'est une de ses amies qui a tiré la sonnette d'alarme et a prévenu les parents qu'elle pensait au suicide. » Effectivement, les autres enfants peuvent être aussi des sonneurs d'alerte. Et une autre personne qui nous dit « Bonsoir, quelle est la solution ou méthode pour échapper au cyberharcèlement ?» Effectivement, je pense que ce seront des points que nous aborderons, si tant est qu'il y ait une méthode unique, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'on abordera quelques points pour se prémunir de tout ça. Oui. Ok. Du coup, on continue un peu les différents points. Est-ce que c'était à toi, Stéphanie, de poursuivre? D'accord. J'ai plus en tête. Alors, là, c'est quels sont les signes avant-coureurs? D'accord. Comment s'y prémunir? Après, c'est bon. Ok. Du coup, ça va permettre de rebondir sur cette question des signes avant-coureurs. Alors, d'abord, effectivement, aujourd'hui, dans une situation de vie des adolescents et des enfants, l'essentiel, l'important, c'est d'essayer de repérer le plus tôt possible, le plus précocement possible, des signes, des signaux qui peuvent nous alerter sur le fait qu'il peut y avoir un risque de harcèlement. Évidemment, l'idée, c'est d'agir le plus en amont, le plus précocement possible pour éviter d'être dans une situation où on serait plutôt dans le traitement d'une situation de harcèlement et non pas dans une logique de prévention.
L'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, aussi pour les parents, le repérage de ces signes, c'est que, au fond, un certain nombre de signes qui pourraient nous alerter sur des situations de harcèlement peuvent aussi se confondre avec d'autres difficultés vécues par les enfants, d'autres problématiques, et en particulier simplement l'adolescence, qui peut finalement aussi entraîner des comportements, on va y revenir, de l'enfant, qui peuvent être le passage à l'adolescence lui-même, et qui vont finalement être à peu près similaires à ce qu'on peut avoir dans des situations de harcèlement. Il n'y a pas de grille absolue où on est avec certitude la possibilité de dire là, il y a une situation de harcèlement. On peut avoir des signes avant-quoi, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ces signes-là, ils doivent aussi se compléter, s'accompagner d'une discussion, d'un échange avec ses enfants sur ces questions-là, sur ces questions de harcèlement, de cyberharcèlement, justement, à partir de quand on n'est plus dans une relation qui est de la taquinerie et qu'on passe vers quelque chose qui est plus problématique. Et c'est aussi par ce dialogue-là permanent, quelque part, qu'on pourra repérer le plus précocement des situations un peu plus difficiles. Alors, néanmoins, on a quand même un certain nombre aujourd'hui de signes qui peuvent être finalement évoqués pour, en tant que parent, essayer de repérer ces situations. On a essayé d'ailleurs récemment, dans le cadre des comités des parents qui a été mis en place notamment par le ministère de l'Intérieur, un peu de reclarifier tous ces signes-là pour essayer justement d'apporter aux parents un peu une visibilité de ces signes, alors notamment les signes un peu plus faibles, qui sont des choses qu'on ne va pas forcément être attentifs, mais sur lesquels ça doit pouvoir nous alerter. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les signes du quotidien qui permettent en tout cas de nous questionner, de questionner éventuellement l'enfant, échanger avec lui sur d'éventuelles problématiques. Alors, vous allez voir que c'est des choses assez classiques. D'abord, il y a tout ce qui relève des changements de comportement. Par exemple, une activité que l'enfant appréciait, qu'il faisait régulièrement et qui d'un seul coup va ne plus l'intéresser. Ça peut être aussi, ce qu'on évoquait tout à l'heure, une espèce de repli sur soi, un isolement, ou inversement, d'un seul coup, l'enfant qui va voir un comportement beaucoup plus excessif, des pratiques à risque, voilà, une évolution un peu étonnante et très rapide de l'enfant. Ça peut être aussi évidemment des manifestations d'humeur assez fortes, une forme d'anxiété, de tristesse, le fait de se renfermer ou d'être agressif, d'être beaucoup plus irritable, beaucoup plus susceptible. Ça peut être aussi des troubles qu'on va repérer, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Ça va être aussi beaucoup d'éléments qui sont liés au rapport à l'école. D'abord parce que ça reste l'école le premier espace social, que c'est quand même souvent l'école qui est un peu un lieu ou un terreau où peut se mettre en place des formes de harcèlement, même si le harcèlement n'est pas que du harcèlement scolaire, ni le cyberharcèlement ne n'est pas uniquement dans le milieu scolaire, il peut se passer ailleurs. Il n'empêche que c'est quand même l'école le premier espace social des enfants, le premier lieu de l'échange avec les pairs. Donc, c'est aussi souvent le premier lieu où se met en place cette situation de harcèlement. Et évidemment, les situations de harcèlement vont impacter le rapport ou la manière dont l'enfant va vivre le rapport à l'école. Ça va être, par exemple, le fait d'avoir constamment mal au ventre, ne plus pouvoir aller à l'école, ne plus vouloir aller à l'école, demander à être absent. Ça va être aussi plus grande difficulté ou une moindre appétence pour les devoirs. Un élève qui avait des résultats, peu importe, mais qui en tout cas était plutôt volontaire pour faire ses devoirs où ça se passait bien, et puis qui d'un seul coup ne va plus vouloir faire ses devoirs, ou qui va être beaucoup moins intéressé par les activités scolaires. Ça va être aussi le fait de refuser des sorties scolaires. Vous voyez tout un ensemble de situations, de micro-phénomènes qu'on peut, en tant que parent, essayer de repérer au quotidien, parce que
Les choses peuvent se faire progressivement. Parfois, ça peut être immédiat. Parfois, ça peut se faire progressivement. Et en tant que parent, il faut essayer de repérer ces situations, d'observer, de parler aussi avec l'enfant, parce qu'encore une fois, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des manifestations de il y a d'autres situations qui peuvent expliquer ou justifier ce genre de réaction de l'enfant. Et en tout cas, l'idée, c'est bien, à partir du moment où on repère ces signes, de pouvoir être dans une situation d'échange, de dialogue avec l'enfant, de parler avec lui, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, et surtout de ne pas minimiser ce que l'enfant nous dit, les petits signaux que l'enfant envoie, en considérant que pris isolément, ça n'est pas forcément grand-chose, mais que ces petits ruisseaux peuvent faire des choses plus dramatiques, et surtout de pouvoir que l'enfant se libère, qu'il libère sa parole, qu'il puisse échanger. Et évidemment, plus on aura précocement parlé avec ses enfants, échangé avec ses enfants sur ce risque de harcèlement, sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, plus finalement ces signes, ou le fait que l'enfant lui-même révélera ces signes ou en parlera, sera d'une certaine manière l'assurance de réduire le risque de harcèlement. Ça, en tout cas, c'est pour repérer les signes des enfants victimes. On peut avoir aussi des situations où ces signes-là ne traduisent pas uniquement l'enfant qui serait victime, mais ça peut être aussi des enfants qui auraient participé à quelque chose et qui, à un moment, vont aussi avoir une espèce de culpabilité, de questionnement, en se disant « est-ce que je n'ai pas mal agi ?» Alors, notamment si l'enfant discute avec vous, ou si dans le cadre de l'école, il y a des messages qui sont passés, comme ça va être le cas cette semaine et la semaine prochaine, ça peut entraîner chez l'enfant un questionnement qui se dit « aïe, est-ce que je n'ai pas contribué à quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ?» Et donc là, l'enfant va peut-être aussi lui réagir à travers des signes qu'il va émettre, il va pouvoir vous dire en tant que parent, mais lorsque sur des sujets un peu compliqués, où il y a une forme de culpabilité de l'enfant, il va être peut-être plus dans le fait d'émettre un certain nombre de signes, il va s'interroger, il va se questionner, et du coup, ça va entraîner des situations à peu près similaires, c'est-à-dire que d'un seul coup, il va peut-être devenir triste ou il va s'isoler, et là, ça peut aussi nous alerter. Donc, on voit que même sur des signes à peu près identiques, on peut être dans des situations où l'enfant sera plutôt du côté des victimes, et de l'autre, il sera peut-être plutôt du côté de ce qu'on appelle les suiveurs, ou en tout cas d'avoir d'une manière ou d'une autre contribué, avoir été impliqué dans des situations de harcèlement. Donc ça, c'est extrêmement important en tant que parent. On a ce rôle et cette responsabilité. Alors, pas tout seul, évidemment, c'est une responsabilité collective. Et on sait que l'Éducation nationale et les enseignants ont aussi ce rôle-là. Et d'ailleurs, beaucoup d'évolutions au sein de l'Éducation nationale visent justement à renforcer la capacité des enseignants et de l'ensemble des acteurs éducatifs à essayer de repérer ces signes, à ne pas les minimiser, à pouvoir tout de suite en parler. Mais évidemment, les parents en tant que premier éducateur. Et puis, il y a des choses qui se manifestent. Les troubles du sommeil, ça se passe au domicile, ça se voit. Les professionnels de l'éducation, eux, vont le voir de manière progressive. Ça va être les troubles du sommeil qui vont entraîner une fatigue qui peut s'inscrire dans un temps plus long. À nouveau, la temporalité est importante. Et en tant que parent, il y a des choses qu'on peut repérer immédiatement. Alors, ça veut dire qu'encore une fois, on peut en parler avec eux, mais c'est aussi simplement observer ces petites évolutions avec cette limite que j'évoquais, c'est qu'il ne s'agit pas tout de suite de s'alarmer, de s'inquiéter, mais en tout cas de repérer les choses pour éventuellement pouvoir en parler avec l'enfant si c'est possible. Voilà pour ces signes rapidement, sachant qu'évidemment chaque situation, chaque enfant est différente. On peut dresser un certain nombre d'éléments, mais les réactions de l'enfant peuvent être multiples, variées, diverses, et il n'y a pas de règles simples, de modèle unique. Merci. J'ai une question qui revient sur la première partie, mais peut-être que ça vaut le coup de revenir dessus. On a une personne qui nous demande si l'ado joue à des jeux vidéo en réseau avec d'autres personnes de son âge ou non,
et que les échanges pendant le jeu sur la façon de jouer renvoient à des insultes raciales, sous forme de plaisanterie par exemple, ou sexistes, est-ce que ça s'apparente à du harcèlement, selon la définition que vous en avez donnée tout à l'heure? Si ce serait extrêmement violent, de manière répétitive, je dirais s'il n'y a qu'une seule personne qui fait ça, on est plutôt dans le cadre non pas de harcèlement, mais simplement de propos haineux, insultants, racistes, et pas forcément dans une situation de cyberharcèlement. Je dirais dans l'univers des jeux vidéo, on pourrait avoir des situations, alors d'ailleurs qui ne vont pas forcément prendre cette forme-là, mais qui peuvent être aussi à un moment, par exemple, l'enfant qui va être écarté d'une communauté de joueurs par un petit groupe, et on va le rejeter des espaces, de ces espaces-là. Ça peut prendre des formes-là. Dans la situation telle qu'elle est décrite, même si, encore une fois, évidemment, on ne peut pas répondre dans l'absolu, on est plutôt dans ce qui relèverait de propos et de comportements haineux en ligne. C'est un vrai sujet aussi. On n'est pas, si c'est un seul joueur et non pas toute la communauté, même si effectivement il y a le caractère répétitif, il y a le caractère violent, il y a voilà, peut-être qui s'appuie notamment sur des formes de discrimination, mais pour autant, bien sûr qu'on soit dans une situation de cyberharcèlement pour le coup, puisqu'on est dans l'univers des jeux vidéo. Mais encore une fois, on ne peut pas nous trancher de manière absolue. Voilà. Merci. Stéphanie, je te laisse la parole. Je vais d'abord, avant de voir comment on peut aider son enfant, adolescent, s'il est victime, auteur ou autre, on va revenir un petit peu sur le profil, justement, parce qu'en plus, il y avait une question là-dessus, sur le profil de victime ou harceleur. Alors, effectivement, il n'y a pas de profil type, mais c'est surtout des situations où l'enfant, à un moment donné, se retrouve en fragilité, que ce soit au niveau de la victime ou au niveau du harceleur, parce que d'après pas mal de psy, l'harceleur a aussi une souffrance en lui, a priori. Il n'est pas, il le fait paraître avec l'agressivité en se mettant en situation de toute puissance, mais ce n'est pas pour ça qu'il a une forte estime de lui-même. Donc voilà, c'est souvent à des moments donnés où l'adolescent ou l'enfant se sent fragilisé ou à la marge ou a besoin de soulager une souffrance qu'il ressent et qui va amener à ce type de comportement. Alors cependant, on peut avoir à peu près 3 profils de harceleurs qui sont, alors donc les suiveurs, ça va être plutôt des personnes qui vont suivre le groupe, pour ne pas être mis à l'écart, tout simplement. Et ils ne sont pas à l'initiative, en fin de compte, de ce harcèlement, mais ils y prennent part, ils ne défendent pas la victime et ils accentuent le harcèlement. Il faut savoir qu'avec eux, c'est plus facile de leur faire prendre conscience de leurs actes quand on leur explique bien les conséquences de leur agissement. Après, on a les meneurs, et alors donc eux, c'est ceux qui sont plus à l'origine du harcèlement. Ce sont souvent des personnalités fortes, bien intégrées, douées, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas une souffrance en eux, et en fait, ils l'expliquent en harcelant. Ça peut être parce qu'ils ont besoin, je sais pas, ils ont vécu une situation douloureuse dans leur famille ou auprès de leurs proches, et pour se faire valoir, ils passent par cette agressivité pour renforcer leur estime de soi. Et souvent, on dit quand même qu'ils manquent d'empathie et ils ont du mal à gérer les règles de la vie en société. Ils se sentent un petit peu forts. Et après, il y a aussi les harceleurs harcelés. Donc, c'est des anciennes victimes, en fin de compte, qui ont été harcelées. Et ils reprennent ce schéma-là. Et pour eux, c'est très, très compliqué parce qu'en fin de compte, ils ne se rendent pas compte parce que souvent, quand ils ont été victimes, personne n'a pris en compte leur souffrance. Donc, voilà à peu près pour les harceleurs. Et après, à côté de ces 3 profils, on a aussi les témoins. Donc, ce qu'on appelle des témoins, ce n'est pas forcément des suiveurs et des personnes qui suivent le mouvement du harcèlement, mais qui ont été témoins de certains agissements et qui ne prennent pas part et qui ne défendent pas la victime.
Après, au niveau des victimes, bah, c'est souvent des enfants fragiles, réservés ou timides. Alors, tout ça, c'est des théories et il peut avoir une personne qui n'est pas du tout timide et réservée ou fragile et qui se retrouve victime. Hein. Mais voilà, on dit que souvent, en fait, elles ont une faille, elles ont une faiblesse, que ça soit trop de gentillesse ou trop d'empathie ou trop de timidité, qui fait qu'en fin de compte, le harceleur rentre dans cette brèche et arrive en fin de compte à avoir un pouvoir psychologique sur cette victime. Il faut savoir aussi que les normes de la société, donc l'appartenance ou non à un groupe, a une énorme importance dans ces situations, comme par exemple la jalousie, le fait de vouloir être populaire, le fait de ne pas accepter quelqu'un qui est différent, le fait de pouvoir être populaire en fin de compte au niveau du groupe en s'en prenant à quelqu'un parce qu'on voit que les gens ils rigolent, ils continuent à nous suivre. Donc ça renforce en fin de compte les situations de harcèlement. Donc après, c'est comment on accompagne son enfant s'il est impliqué, qu'il soit auteur, victime ou témoin, parce qu'en fin de compte, pour qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait des harceleurs. Et c'est aussi important de les prendre en compte et de les accompagner pour pas que ça se reproduise et qu'en fin de compte, ça ne soit pas la victime qui supporte toutes les conséquences du harcèlement qu'il peut y avoir. Parce que c'est malheureusement souvent ce qui se passe. C'est souvent la victime qui est mise à l'écart et pas les harceleurs. Donc, si votre enfant est victime, donc comment l'aider? Donc déjà, la première chose, c'est d'aborder cette question de harcèlement avec vos enfants en amont, avant, en fin de compte, qu'il y ait un problème ou autre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des victimes, ils ne parlent pas du harcèlement qu'ils subissent. Ils ont honte, ils ont peur, ils se sentent coupables, souvent, d'être victimes, ils se sentent différents, et donc ils n'osent pas en parler. Donc c'est vrai que si déjà, chez lui, il en a déjà parlé avec ses parents, il se sent en confiance d'en parler, ça peut lui permettre de libérer sa parole. Après, si vous constatez qu'il est vraiment victime et qu'il vous en parle, il faut d'abord ne pas le culpabiliser. Il faut lui expliquer effectivement que ce n'est pas de sa faute, l'accompagner et être là pour le protéger, en sachant que avant de prendre des décisions, il faut en discuter avec lui. Il faut que ça soit en accord avec lui pour ne pas le mettre à mal aussi. Si vous décidez, je ne sais pas, de prévenir l'établissement et qu'en fin de compte, ça se passe mal et qu'il n'est pas d'accord. Enfin, c'est vraiment un long travail de confiance et d'accompagnement de votre enfant qu'il faut mettre en place. Ensuite, dans les cas il faut lui conseiller de ne pas répondre à ces harceleurs, d'être plutôt dans l'ignorance, parce qu'en fin de compte, le fait de répondre peut accentuer le harcèlement. Après, en cas de cyberharcèlement, ce qu'il faut faire, c'est conserver les preuves, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, il faut prouver en fin de compte le harcèlement, si par exemple vous voulez porter plainte, et pour ça, il faut faire des captures d'écran. Donc, partout où il y a les insultes, des photos ou autres, il faut faire des captures d'écran pour conserver les preuves de ces harcèlements. Ensuite, une fois que vous avez conservé les preuves, il faut inciter votre enfant à bloquer les harceleurs sur les réseaux sociaux, sur ses messageries, sur son téléphone, et aussi faire des signalements sur les différentes plateformes où ont lieu le cyberharcèlement. Parce qu'en fin de compte, maintenant, on peut faire des signalements, des signalements sur, par exemple, les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Snapchat, Instagram, ce qui permet, en fin de compte, d'enlever, en espérant que ça ne prenne pas trop de temps, d'enlever toutes les insultes ou autres ou pages qui ont pu être faites sur l'enfant harcelé. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide
extérieur pour votre enfant, que ça soit votre médecin traitant, un psychologue. Il faut vraiment qu'il soit pris en charge. Parce qu'en fin de compte, même si le harcèlement s'arrête, ça a vraiment créé une souffrance et vraiment entaché son estime de soi. Il aura besoin de se reconstruire. Et ça ne se fera pas uniquement si le harcèlement s'arrête. Il faut vraiment l'accompagner. Et si vous sentez que vous n'êtes pas en capacité, il ne faut pas hésiter à faire une demande au niveau des professionnels. Et puis, la dernière étape, c'est de porter plainte auprès de la police et de la gendarmerie, en amenant toutes les preuves du harcèlement. Voilà au niveau des victimes. Donc, comme on disait, il y a aussi des harceleurs. Alors là, ce n'est pas évident en tant que parent d'être dans la situation où son enfant est harceleur. On reste souvent dans le déni. C'est pas facile, mais il faut se dire déjà que c'est pas parce que votre enfant harcèle que sa personnalité se limite à ça. Et il faut comprendre pourquoi il agit ainsi afin qu'il change aussi son comportement et l'accompagner dans le fait qu'il faut qu'il arrête d'harceler, parce que même si dans un cas A, il y a une victime, il prend en compte et il arrête d'harceler la victime, c'est pas pour ça qu'il le fera pas sur une autre personne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre pourquoi il agit comme ça et l'aider à changer son comportement. Donc déjà, par le dialogue, il faut en parler avec l'enfant afin de comprendre ce qui se passe pour lui. Alors, il faut éviter de l'accuser frontalement, mais il vaut mieux privilégier le dialogue avec des questions ouvertes. Comment cela se passe à l'école, avec tes amis? As-tu déjà vu des insultes sur tes camarades dans la cour? Comment as-tu réagi? Participes-tu à ces insultes et menaces? Parce que c'est vrai que si vous lui demandez frontalement si c'est l'harceleur, il risque de ne pas l'avouer et de nier ou de minimiser les choses ou autre. Donc, c'est vrai que voilà, il faut peut-être essayer de détourner un petit peu les questions et en le déculpabilisant et en le rassurant, en lui disant que vous serez là pour l'accompagner, quoi qu'il soit passé. Il ne faut donc pas diaboliser votre enfant, mais il faut quand même lui rappeler les interdits et les règles sociales, la bienveillance, l'empathie et le fait que ce n'est pas un comportement correct de s'en prendre à une personne et de l'isoler parce qu'elle ressent de la souffrance. Il faut donc développer ensuite son empathie en montrant l'exemple, d'une part, et en le faisant participer peut-être aussi à des actions sociales et collectives. Il faut proposer de lui parler à un tiers aussi de ses souffrances éventuelles, parce que souvent, effectivement, le harceleur a aussi des souffrances, et notamment pour tout ce qui est pour les suiveurs. Olivier l'a dit tout à l'heure, une fois qu'il se rend compte, en fin de compte, de ce qu'il a fait et de ce que ça a pu générer sur sa victime, il n'est pas dit qu'il ne soit pas en face, qu'il commence à déprimer, que ses résultats baissent et qu'il se sente mal dans sa peau dû à cette culpabilité. Donc, c'est pour ça que voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir un tiers aussi pour l'aider. Alors, il faut aussi éviter de gérer les situations, que ce soit en cas que votre enfant soit victime ou harceleur, d'essayer de résoudre la situation tout seul, notamment en appelant par exemple les parents de la victime ou les parents du harceleur. C'est vrai que voilà, il vaut mieux passer par les tiers, essayer de se faire aider, parce que ça amène beaucoup d'émotions, que ça soit dans les deux sens, et qu'il n'est pas forcément opportun de régler la situation tout seul. Et il faut bien sûr discuter avec l'établissement scolaire pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour trouver des solutions. Donc, voilà. Et pour après, nous allons voir justement tout ce qui est loi et règlement, et c'est Olivier qui va reprendre la parole. À moins qu'il y ait des questions sur… Oui, je vais peut-être aller un peu vite. Non, pas de souci. Juste par rapport à un besoin, je pense, d'éclaircissement en fonction de ce que je vois se dérouler aussi sur le chat. Il y a quand même parfois l'impression avec les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, cette sensation que tout est très loin.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proximité. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser les choses concernant le fait que les réseaux sociaux peuvent être une suite finalement de ce qui se passe en physique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui sont très loin, qui insistent en tout cas sur la question du cyberharcèlement, alors que ça peut être aussi une continuité, je pense peut-être sur ce qui se passe aussi sur du réel à l'école ou autre, ou dans d'autres espaces sociaux de l'adolescence. Voilà. Alors, dans la majorité des cas, enfin, en ce qui concerne les enfants et les adolescents, dans la majorité des cas, le cyberharcèlement est effectivement une continuité de harcèlement et souvent, dans la majorité des cas, ils connaissent leur agresseur. Dans le rapport du Sénat, c'est ça, c'est dans 80% des cas, la victime, dans sa version cyber en tout cas même, côtoie et connaît au quotidien l'auteur principal, le meneur. Donc on est clairement dans une situation d'un processus qui est plutôt des situations de harcèlement qui commencent dans l'univers physique, en tout cas des situations qui se dégradent, des failles qui apparaissent, des opportunités parfois aussi, qu'évoquait Stéphanie tout à l'heure, voilà, où on va s'engouffrer dans une faille, ça va commencer et en général, ça se prolonge assez rapidement dans les univers, numériques. En fait, l'essentiel des situations de harcèlement sont des prolongements de choses qui, en tout cas, qui concernent les groupes. Alors quand je dis groupe, c'est à la fois les auteurs, suiveurs et la victime, un groupe qui se connaît dans le domaine réel. Et en fait, les situations de cyberharcèlement qui seraient une forme de cyberharcèlement uniquement virtuel, qui commencerait sur le virtuel, c'est quelque chose qui finalement n'existe pas ou très peu. Dans les univers numériques, là où on peut avoir, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est plutôt, ça va être plutôt des comportements, des propos injurieux, des comportements haineux, où on va insulter, mais on ne sera pas dans des situations probablement qu'on caractérise de harcèlement. Le cyberharcèlement, c'est plutôt la continuité du harcèlement. D'ailleurs, pour tout vous dire, nous, à l'UNAF, on aborde la question du harcèlement. C'est-à-dire qu'on est, c'est ça que même dans la conférence, on a mis cyber entre parenthèses, parce que c'est vraiment le prolongement et que traiter le cyberharcèlement, ça suppose d'agir aussi sur le réel. Alors évidemment, il y a plein de choses, Stéphanie l'a très bien dit, il faut prendre des captures, il faut bloquer, il y a des choses à faire sur ce qui se passe en ligne. Mais on ne résoudra pas le problème de cyberharcèlement sans résoudre le problème de harcèlement qui commence dans le physique et que c'est là aussi que les choses vont se faire. Donc ça, effectivement, c'est important. On ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais c'était bien de le repréciser. Encore une fois, 80% des cas, c'est des gens voilà, qu'on côtoie au quotidien. Parce que c'est ça qui fait aussi le rapport de domination qu'il y a toujours dans la situation, c'est que voilà, on est avec eux, on les connaît, donc il y a quelque chose qui s'est créé au départ et qui va se prolonger après en ligne. Merci. On a une question aussi qui peut ramener à ce que disait Stéphanie sur la façon de se prémunir. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de gestes dans la gestion de l'usage des écrans? Par exemple, quelqu'un qui nous demande, est-ce que cela aide que les enfants soient dans le salon pour jouer ou du coup utiliser aussi, j'imagine, les réseaux sociaux pour limiter les risques dans les deux sens en tant qu'harcelé ou qu'harceleur? Est-ce que voilà, il y a des choses comme ça plus concrètes dans l'animation de l'espace lorsqu'on utilise les réseaux sociaux ou les jeux en ligne? Alors, tout à fait. Je laisserai répondre, mais juste peut-être déjà dans la manière dont on va laisser les enfants accéder aux outils numériques. C'est-à-dire que j'ai bien vu la question sur les jeux vidéo en ligne. Alors, il y a des jeux vidéo qui sont adaptés aux enfants et sur lesquels on peut, pourquoi pas, être dans une pratique en ligne. Au-delà de ça, ça commence déjà par à partir de quand on laisse ces enfants utiliser ces outils numériques, en tout cas sans les accompagner de manière importante dans leur usage. Et l'accompagnement, ça peut être faire avec eux, être avec eux quand ils font des choses lorsqu'ils sont un peu plus jeunes. Et après, c'est aussi toute l'éducation qu'il y a à faire avec eux, qui aussi a des éléments importants. Ce que j'évoquais tout à l'heure, cette espèce de sentiment
de toute puissance ou d'anonymat, c'est quelque chose qu'il faut aussi expliquer aux enfants. Non, ça n'est pas, c'est pas parce qu'on est caché derrière un avatar qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a plein de choses comme ça. Un chiffre quand même. Aujourd'hui, on a, Stéphanie, c'est 19% des enfants, c'est ça, de 7 ans, le chiffre qu'on a mis la semaine dernière, Ouais, sur mon enfant des écrans, 19% des enfants de 7 ans qui ont un compte sur un réseau social. Rappelons quand même que les réseaux sociaux sont, en tout cas, des grands réseaux sociaux. Après, il peut y avoir des réseaux sociaux très spécifiques dédiés avec des vrais systèmes de modération, etc. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont utilisés par ces 19%. 19% à 7 ans et à l'entrée et en CM2, on est à 70%. Alors que la loi, et on va aborder la loi après, la loi normalement empêche d'avoir un réseau social, un compte sur un réseau social avant 13 ans. Donc il y a aussi de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il suffit de bloquer l'accès aux réseaux sociaux. Mais c'est vrai que lorsqu'on laisse ces enfants sans accompagnement, très tôt accéder aux réseaux sociaux, avoir leur téléphone portable, l'âge moyen du premier équipement, c'est 9,9 ans, selon l'étude qu'on avait menée l'année dernière. Donc, on voit qu'on est quand même sur des âges très précoces au regard de ce qu'il faudrait comme presque compétences psychosociales pour maîtriser tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe derrière. Évidemment, on ne peut pas demander à des enfants de 7, 8, 9 ans d'avoir une pratique mature et adulte de ces outils. Donc, il va y avoir des usages qui peuvent commencer à être problématiques. Et c'est un des éléments. C'est un des éléments sur lesquels, en tant que parent, on doit être vigilant. Ce n'est pas anodin de laisser ça. Mais évidemment, ça n'est qu'un des éléments. Et juste pour ajouter, effectivement, accompagner son enfant dans la vie numérique, ça va être même pas que pour le cyberharcèlement, mais va faire minimiser les risques de cyberviolence. Ce n'est pas pour ça qu'il n'aura pas accès, qu'il ne sera pas harcelé, qu'il n'aura pas de cyberviolence ou qu'il n'aura pas vu des choses qu'il n'aurait pas vues ou des insultes ou autres. Mais le fait de l'accompagner dans le dialogue, le partage, la confiance, en lui expliquant justement que Internet n'est pas un lieu de non-droit, mais que c'est pareil que dans la vie de tous les jours, ce qu'en fin de compte, on ne ferait pas dans la rue, on ne le fait pas non plus sur Internet. Et c'est vrai que plus tôt on accompagne son enfant dans toutes ces choses-là, déjà, il partagera beaucoup plus avec ses parents ce qu'il fait sur Internet ou autre, ce qu'il partage. Et je parle bien de confiance, pas de surprotection ou de tout fliquer. C'est vraiment dans le dialogue et la confiance qu'on pourra essayer de minimiser. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas du tout, hein, ce n'est pas vrai, mais ça minimisera sûrement les risques. Et aussi, ça donnera confiance à l'enfant de venir parler à ses parents. Parce que c'est vrai que souvent, quand l'enfant est confronté à ce type de problème, il a peur d'en parler avec ses parents. Alors déjà, il a peur qu'on lui enlève son outil numérique. Donc, de un, il préfère se taire. Et parce qu'il a honte, souvent. Parce qu'il voit bien que ce n'est pas normal. Et alors qu'en plus, il est en pleine construction d'estime de soi, de confiance ou autre, si c'est malmené par les autres, il va être compliqué pour lui d'être dans un climat de confiance pour en parler, puisqu'il va se dire que c'est de sa faute aussi, qu'il est responsable de tout ça. Merci Stéphanie. Peut-être qu'on peut passer justement à cette partie qui commence à intéresser vraiment sur les retombées, la législation, la réglementation, pour éclairer un petit peu tout le monde. J'avais coupé mon micro. Alors, sur la loi, la réglementation, j'évoquais tout à l'heure le fait que la loi s'appliquait dans les univers numériques. Sur cette question du harcèlement, du cyberharcèlement, aujourd'hui, le contexte dans lequel on est, c'est que l'essentiel de la lutte contre le harcèlement d'un point de vue de justice, d'un point de vue de justice, on est d'abord dans la dimension pénale et on s'appuie en fait sur un article un peu plus général qui est autour du harcèlement moral.
et qu'il n'y a pas aujourd'hui de texte propre ou spécifique au harcèlement scolaire, par exemple, ou au harcèlement entre enfants de même âge. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc du coup, je recherchais exactement l'intitulé du texte. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le texte qui est en cours, c'est l'article 222-33-22 du Code pénal, qui concerne le harcèlement moral général et qui fait que le harcèlement est une infraction qui peut être réprimée par la loi. Alors, avec des décisions qui peuvent être à la fois des peines de prison et des amendes assez importantes. Peut-être ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est justement comment cette loi, ce texte a été adapté justement pour intégrer ces formes d'harcèlement ou de cyberharcèlement entre mineurs, avec un certain nombre de circonstances aggravantes aujourd'hui qui peuvent être mobilisées. Donc aujourd'hui, le fait par exemple que ces situations d'harcèlement ont été commis par exemple sur un mineur de 15 ans, donc c'est le cas de harcèlement qui toucherait des élèves au collège ou à l'école primaire, est une circonstance aggravante. Le fait aussi d'utiliser les outils de communication, alors ce qu'on appelle de communication publique en ligne ou via un support numérique, donc en gros le fait de faire du cyberharcèlement est aussi une circonstance aggravante. Alors ça s'explique par ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'impact du cyberharcèlement est beaucoup plus fort que le harcèlement plus classique. Et d'ailleurs, les deux éléments peuvent se combiner, c'est-à-dire que la loi dit vous avez un socle des situations de harcèlement. Si vous avez l'une de ces circonstances aggravantes, vous passez à un socle supérieur. Et si vous avez deux circonstances, alors vous avez un socle encore plus important. Donc, dans les cas de cyberharcèlement, on est à la fois sur des mineurs de moins de 15 ans, notamment, souvent, et sur l'utilisation de supports de communication publique en ligne. C'est-à-dire que potentiellement, les peines qui peuvent être prononcées sont le maximum de ce que permet la loi. Donc ça, c'est la théorie. J'ajoute également que la loi de 2018 de lutte contre les violences sexuelles a également inclus des faits groupes. C'est-à-dire qu'on a redéfini un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, où on a ajouté le fait que la répétition, la répétition des faits, elle pouvait aussi s'entendre dans une logique de groupe. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir moins de faits commis, mais réalisés en groupe. Et que là, ça pouvait être considéré comme du harcèlement, alors qu'avant, on était plutôt dans le fait d'une personne qui harcelait une personne de manière répétée, etc. Donc là, on a inclus cette dimension de groupe et c'était évidemment un aspect important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, cette dimension de groupe et cette dimension de meute est un aspect extrêmement important. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, là, on est sur un texte de portée générale, donc qui ne concerne pas forcément des auteurs mineurs. Ensuite, lorsqu'il s'agit de mineurs qui sont en infraction, il faut aussi tenir compte de l'âge justement de l'auteur et les mesures qui sont prises ne sont pas forcément des mesures à dimension pénale. En tout cas, avant 13 ans, on va être plutôt sur des mesures qui relèvent des mesures de lutte contre la délinquance juvénile et qui peuvent être d'autres mesures, l'avertissement solennel, l'interdiction de fréquenter certains lieux, des travaux scolaires, des mesures de réparation. Et si on est sur des mineurs avant 10 ans, on va être plutôt sur des mesures éducatives et non pas évidemment sur des mesures pénales. Dernier point, donc ça c'est quand même important de savoir que, encore une fois, il y a
des textes juridiques et pénals qui peuvent être mobilisables. Aujourd'hui, on a un député, donc Erwan Malanov, qui avait produit son rapport, qui a déposé une proposition de loi, une proposition, parce qu'il s'agit d'un député, qui vise justement à éventuellement créer un article spécifique autour du harcèlement scolaire, en tout cas du harcèlement dans le milieu de l'éducation. Donc, c'est à noter que le Sénat, inversement, dans son rapport, ne souhaitait pas créer un nouvel arsenal juridique, mais plutôt voir comment on pouvait mieux mobiliser les outils qui existaient, les dispositifs qui existaient. Donc voilà, on est à l'aune d'un débat qui aura sans non plus en début d'année prochaine autour de cette question d'un nouvel article de loi qui concernerait spécifiquement le harcèlement scolaire et de détacher finalement le harcèlement scolaire, donc, qui est quand même souvent le harcèlement scolaire qui s'inclut aussi dans sa dimension, vous l'avez bien compris, de cyberharcèlement, mais qui serait un peu détaché justement du harcèlement général, du harcèlement moral général. Ça, c'est important. Deuxièmement, et c'est quand même aussi important de l'avoir en tête, c'est qu'il y a aussi la possibilité, évidemment, de mobiliser toutes les sanctions qui peuvent être menées dans le cadre de l'éducation nationale, et en particulier des décisions qui peuvent aller jusqu'à des formes d'exclusion pour les auteurs de harcèlement. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que le sentiment que parfois les parents ont, c'est une espèce de sentiment d'impunité ou de fait que les choses sont prises trop à la légère. Ça, c'est sans doute quelque chose sur lequel il faut revenir. Aujourd'hui, il y a quand même plutôt une volonté de traiter au mieux ces situations, de mobiliser tous les dispositifs. Et c'est vrai que les situations de harcèlement font plutôt aujourd'hui l'objet d'une vraie prise en compte au sein de l'école, en s'appuyant sur ce que les textes permettent, avec peut-être l'idée, encore une fois, et ça fera vraiment le lien avec ce qu'évoquait Stéphanie et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que au-delà de la décision juridique qui est prise et qui peut permettre d'arrêter ou de stopper des situations, évidemment, ce qui est important, c'est l'accompagnement aussi qu'il y aura, que ce soit pour la victime, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de sanctionner l'auteur, mais évidemment d'accompagner la victime à se reconstruire, à repartir, à être dans une forme de résilience, mais aussi l'auteur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire, bon, ben voilà, l'auteur, on va le sanctionner, on va l'exclure, voire le poursuivre pénalement et considérer que le travail est fait. Non, évidemment, il faut aussi accompagner l'auteur, il faut aussi accompagner éventuellement les suiveurs ou les témoins. Et c'est vraiment dans une logique d'une réponse à la fois judiciaire, éventuellement, d'une réponse, une mesure forte, mais aussi d'un accompagnement éducatif, sinon on ne résoudra pas le fond du problème. Tout à l'heure, Stéphanie rappelait que les auteurs sont souvent, ou même souvent, peuvent avoir des fragilités ou une dimension psychologique troublée. Et du coup, il ne s'agit pas seulement d'avoir une réponse pénale, mais aussi d'être dans un accompagnement de ces enfants qui sont certes auteurs, mais qui sont aussi quelque part une forme de victime. Ils sont aussi victimes d'eux-mêmes. Donc, c'est aussi important de l'avoir en tête. Voilà pour ces aspects juridiques, mais s'il y a d'autres questions. Je crois qu'après, Stéphanie. Ouais. Pardon, oui, Flora, pardon, je peux y aller? Bien sûr. Oui, juste par rapport à tout ce qui est autour de la législation, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des précédents où les parents ont été justement aussi, alors ce ne sera pas forcément sur les mêmes, le type de sanctions, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de choses et de dispositifs concernant les parents et l'accompagnement des parents qui ont eu un enfant qui a harcelé? Sur la question des victimes, bon, il y a un certain nombre de ressources qu'a évoqué effectivement Stéphanie, mais en termes de responsabilité éducative, puisque les mineurs sont quand même sous la responsabilité de leurs parents, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là ou pas du tout?
Alors, c'est-à-dire qui incrimine aussi les parents? Voilà, où la responsabilité des parents, elle a Et été, remis en... voilà, la responsabilité éducative des parents a été aussi mise en cause pour Alors ça, négligence j'en ai ou pas autre. j'ai pas eu écho de ce type de D'accord. choses. Voilà, je sais pas. D'accord. En toute franchise, je ne suis pas sûre. D'accord. Parce que, Mais- voilà, effectivement, sur le chat, il y avait une Oui, il y a demande de quelqu'un qui a dit parents que qui c'était, demandait si les parents harceleurs pouvaient, les parents pas harceleurs, mais d'enfants qui ont été impliqués dans ces affaires pouvaient être amenés à être sanctionnés ou autres. Est-ce qu'il y a des dépôts de plainte qui se font par les parents à d'autres parents pour... Enfin, voilà. Donc, pour le moment, on n'en est pas là. Mais apparemment, si, ça a été le cas de quelqu'un qui est dans le chat. Il a dit tout à fait, ça a été mon cas. Alors, je n'ai pas utilisé la plainte. Est-ce que vous pouvez développer, préciser? Est-ce qu'effectivement, il faut différencier entre le fait de remettre en question la responsabilité éducative et la responsabilité complètement juridique, pénale? Voilà, je pense que la question était aussi beaucoup, est-ce qu'on peut avoir une responsabilité juridique de la part des parents? Ça, je pense que du coup, ça n'a pas été le cas. Par contre, remettre en cause effectivement le côté, la responsabilité éducative, c'est peut-être ce que dit cette personne. Je peux éventuellement rallumer votre micro si vous voulez. Les parents n'ont jamais... Allô, vous m'entendez là? Oui. Ah, ça y est. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai mon fils qui a eu des problèmes. Alors, à l'école primaire, avec un enfant, enfin, un groupe d'enfants, et puis à un moment, et en particulier aussi avec un enfant de sa classe qui le harcelait, c'était répétitif, et voilà, quoi. Enfin, et donc, moi, j'avais j'en avais parlé à la directrice, je l'ai vue, on a discuté, on a eu des réunions. Et en fait, sa difficulté, elle disait que c'était son problème, c'est que elle donnait rendez-vous aux parents, mais les parents ne répondaient pas au rendez-vous. Donc, c'était compliqué. Alors, moi, c'était gênant. Moi, on m'a dit tout de suite, ben, il faut porter plainte. Moi, je me suis dit, attendez, moi, je ne vais quand même pas porter plainte contre un enfant. Ça, c'était pas... Pour moi, ce n'était pas une réponse en tant que parent, parce que je trouve que je ne vais pas déjà aller ficher un enfant dans un commissariat. Enfin, mais le truc, c'est que effectivement, je trouve que dans les écoles, elle n'est pas trop pris au sérieux en tant que parent. Moi, j'ai entendu des choses, oui, bah, c'est pas chez vous que ça se passe mal, vous n'avez pas des problèmes. On a essayé de chercher des problèmes chez nous, alors que il n'y a pas de problème et que le problème venait bien de l'école. Donc ça, moi, l'éducation nationale, la représentante, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas très professionnel hein, pour aider des parents dont l'enfant souffre de ça. Il y avait eu des choses très graves dans l'école aussi, où des enfants, enfin, toujours la même bande, encercler d'autres enfants et bon, il était bien repéré, hein, mais quand on lui parlait de ça, il disait oh, mais non, non, dans l'école tout va bien. Donc il y a une espèce d'omerta aussi qui est quand même qui est autour de ces problèmes-là, parce que soulever ce type de situation, ça soulève aussi auprès de l'éducation nationale un problème que bon, alors, ils ne savent pas gérer ou pas gérer, mais moi, on m'a dit, bah non, mais madame, ça n'existe pas, le harcèlement en primaire. J'ai écouté, désolé, moi, je suis allée sur les sites de l'éducation nationale, d'ailleurs. Hein. À l'époque, c'était Najat Belkacem hein, qui avait fait pas mal de choses là-dessus, parce elle avait commencé à parler de ces choses-là. Bon. Et je lui ai dit, écoutez, moi, il y a un problème, parce que moi, quand l'enfant il rentre à l'école, mon fils, il dépose de la violence, j'arrive pas à le calmer, c'est compliqué. Quand il sort, il a peur parce qu'on lui a dit, oui, ben, si tu racontes, on va tuer, on va te tuer ou on va tuer tes parents. Enfin, voilà. Il y avait plein de choses comme ça. Et l'école, moi, m'a pas aidée. C'est l'école des parents, vraiment, qui est dans le 11e arrondissement. Moi, j'invite
parce que j'ai vu qu'il y avait une dame qui disait qu'elle avait un problème. L'école des parents, ça a été vraiment un appui. Je ne l'ai pas trouvé ni de la mairie, parce que j'ai contacté la mairie. Moi, je suis allée loin, hein. Je suis allée voir la mairie, le service scolaire. Je suis allée voir l'inspection. Elle a reconnu qu'il y avait des problèmes dans l'école, que c'était bon, effectivement, qu'il devait y avoir des problèmes. Mais bon, voilà, moi, mon enfant, il était en grosse difficulté et je ne pouvais pas le laisser comme ça, quoi. Enfin, c'était compliqué. Donc, franchement, moi, à un moment donné, j'ai demandé une dérogation. Évidemment, l'éducation nationale me l'a refusé. Voilà. L'école, enfin, m'a refusé. Et donc, bon, bah, après, moi, j'ai utilisé d'autres moyens pour sortir mon enfant de cette école. Et vraiment, parce qu'on m'a dit, mais non, de toute façon, il y a de la violence dans toutes les écoles, ça va recommencer. Nanana. Moi, je l'ai fait suivre par un psychologue, effectivement, de l'école des parents, quelqu'un de très bien, dans le 11e arrondissement. Et pour toutes ces difficultés, tout ça, ça lui a fait énormément de bien, hein, mon fils. Et ben, après, j'ai changé d'école, j'ai plus eu de problème, il n'a plus eu de problème. Donc, il y a un moment, il y a aussi comment dire, l'école. Parce que bon, voilà, c'est pas bon. Quand on met plusieurs personnes qui ont des difficultés ou je ne sais pas, enfin, quand il y a vraiment énormément de problèmes et que la structure pédagogique, je pense qu'elle est peut-être dépassée, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils n'étaient pas à la hauteur pour répondre aux difficultés des enfants, parce qu'il n'y a pas eu que mon enfant, des enfants qui ont eu enfin, qui ont eu des problèmes. Et la plupart, ben, on a sorti nos enfants parce qu'à un moment, on veut bien essayer plein de choses et dire mais non, on va voir. Bon, ils ont essayé de mettre en place des choses, hein, mais bon, ça n'a pas. Ça, enfin bref, en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, la surveillance, les temps, parce que c'était souvent dans les temps où les enfants, en fait, ils n'avaient rien à faire, les temps de cantine, quand ils ont fini la cantine, entre les services. Et c'était ce moment-là. Donc, il fallait mettre en place des choses. Moi, j'avais proposé plein de choses. J'ai dit, bon, peut-être des choses à faire, on peut mettre en place des choses. Si même moi, en tant que parent, je peux surveiller, si ce n'est pas suffisant, bah, moi, je peux venir, hein. Bon, après, c'est pas facile de rentrer dans les écoles, on sait bien, mais j'ai dit, bon, voilà, on peut changer la donne, on peut faire, bon, en tout cas, moi, j'étais de bonne volonté, mais après, moi, ça m'a fatiguée, franchement, et j'en dormais plus. C'est-à-dire qu'après, ça m'a infectée en tant que parent. C'est que je n'en dormais plus, j'ai commencé à pas être bien, c'était compliqué. Et moi, franchement, j'ai changé l'école. Le jour où j'ai changé l'école, mes problèmes se sont arrêtés. Oui, ça allait Parce que beaucoup mieux pour. l'école gérait bien. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est encore une difficulté dans certains établissements scolaires qui ont du mal, en fin de compte, par manque de formation, manque de moyens et plein d'autres choses, à prendre les bonnes décisions face à ce type face au harcèlement, où en fin de compte, souvent, il est plus facile d'évincer la victime ou de minimiser les choses que de prendre les choses à bras-le-corps parce que les situations ne sont pas évidentes et qui ne sont pas tous bien formés, pas tous bien informés. Et après, c'est vraiment aléatoire selon les établissements. Et c'est pareil quand on va porter plainte au commissariat, à la gendarmerie. Malheureusement, dans certains endroits, manque de moyens, manque de personnel, ils minimisent un petit peu. Et il manque de formation aussi, parce qu'en fin de compte, comme on a vu, c'est quand même tout un processus, tout ce qui est harcèlement, cyberharcèlement. Il y a aussi quand même une différence avec les moqueries. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de harcèlement ou de cyberharcèlement, on dit « Oh, mais c'est pas grave, c'est des enfants entre eux, ils se chahutent, ça passera ». Donc, et c'est là où le fait d'en parler et effectivement d'être conseillé par des associations justement spécialisées et autres, par des psychologues, des médecins et autres, est important dans ces démarches pour agir et faire émerger la problématique. Peut-être pour être sur une note positive,
Alors, ce que vous avez témoigné, c'est des choses qu'on entend, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire assez régulièrement. Effectivement, on retrouve la même chose au niveau des autorités de police. Alors, pour être sur une note positive, on s'aperçoit quand même, et on le voit, y compris dans les évolutions des programmes qui sont mis en place, que globalement, l'éducation nationale a peut-être vraiment pris la mesure du phénomène et qu'un certain nombre de dispositifs qui sont en train de se mettre en place, je pense au programme phare qui va être généralisé, enfin, qui est généralisé, c'est-à-dire qui est en cours de généralisation et qui vise notamment à renforcer la formation sur l'ensemble des personnels qui interviennent, voilà, sont plutôt des signes positifs. Après, vous l'avez compris, c'est un phénomène qui est complexe. Alors, effectivement, complexe, ça ne veut pas dire qu'on ne veut rien faire. Il ne faut pas minimiser, il faut assumer le fait qu'il se passe des choses, mais qu'on est sur quelque chose qui est à la frontière d'autres aspects qui ne nécessitent pas les mêmes réponses. Donc, ça suppose effectivement des compétences. Mais bien sûr, la réponse de dire de minimisation, de mettre de côté les parents ou de dire vous avez qu'à en gros aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, c'est pas une solution. Et bien sûr que c'est regrettable qu'il y ait ce genre de situation, mais pour être positif, les choses vont dans le bon sens. Même si évidemment tout ceci prend du temps, mais on est plutôt dans une dynamique positive. Et je pense que ce qu'on a fait ce soir en essayant de partager une compréhension, de partager le fait qu'on pouvait tous agir, l'école doit faire ce même constat et tous les acteurs doivent faire ce même constat. Et c'est sans doute comme ça qu'on réussira à résoudre, enfin en tout cas à restreindre grandement ce fléau du harcèlement et du cyberharcèlement. Voilà, pour être un peu positif. Merci Olivier, et puis merci Madame pour le témoignage. Oui, pardon, juste d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, Madame, dans le cadre du 18 novembre, il y a toute une thématique sur la question du harcèlement et de la lutte contre le harcèlement scolaire en primaire. C'est vrai qu'il y a eu tout aussi, enfin, il y a un certain nombre d'établissements scolaires qui se sont mobilisés et l'école primaire également. Donc, et ça commence. Et voilà, donc les choses arrivent et c'est vrai que ces quelques jours, même aujourd'hui d'ailleurs, je l'ai vu dans les médias, on parle vraiment de cette question du harcèlement et à voir ce qui va être mis en place justement dans le cadre de cette mobilisation nationale le 18 novembre. Oui, et je crois que… Vas-y. Non, je disais que le programme phare, notamment, il concerne tous les établissements scolaires. Oui, et les élèves aussi. Oui, alors, voilà, c'est ce que concerne les enseignants, les élèves, mais c'est une thématique aussi qui doit être abordée tout au long du cursus scolaire. Alors, pas que le cyberharcèlement, pas que le harcèlement, mais tout ce qui est numérique, violence numérique, et donc harcèlement et cyberharcèlement doit être vu dans les programmes tout au long de l'éducation de l'enfant, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, avec, je crois, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, excusez-moi, j'ai oublié le nom, c'est pas un parcours numérique avec à la fin un certificat en fin de compte. Et c'est le harcèlement est une des thématiques qui est vue lors des sciences et culture, sciences civiques. Sciences civiques, oui. Donc, les choses évoluent, voilà, bougent, mais tout ceci, malgré tout, se fait dans le temps long. Et peut-être pour répondre à une question, parce que je crois qu'il est presque 20h et qu'on a… j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat autour de justement des acteurs du numérique. Donc là aussi, évidemment, les acteurs du numérique ont une responsabilité. Tout ne peut pas reposer sur les parents, les enseignants, uniquement à travers de la prévention, etc. Les acteurs économiques, notamment en termes de cyberharcèlement, ont un rôle à jouer. Il y a des évolutions qui ont lieu. Il y a une volonté, en tout cas, des acteurs de lutter aussi contre ce phénomène, notamment en facilitant les signalements, en facilitant la suppression de contenu, en fermant des groupes qui poseraient problème, en renforçant les dispositifs de modération. Il y a tout un ensemble d'engagement des acteurs économiques. Il y a aussi nécessité peut-être d'aller plus loin. Et en tout cas, nous, à l'UNAF, ça fait partie des sujets qu'on souhaite porter dans une co-responsabilité entre société civile, acteurs politiques
le gouvernement pour faire simple, et les acteurs économiques sur ces enjeux-là, parmi d'autres sur les problématiques numériques. Donc les choses évoluent plutôt positivement, même si tout est perfectible, qu'il y a encore des évolutions à faire. Aujourd'hui, il y a des signalements, on serait presque plutôt dans des cas inverses, c'est-à-dire que sur des signalements de contenu de groupe, on aurait plutôt des acteurs économiques qui auraient tendance à fermer, à supprimer, avant même de regarder si c'est justifié ou pas. Enfin, voilà, on serait presque plutôt parfois dans un travers inverse. Mais voilà, c'est comme ça. Les choses évoluent plutôt positivement. Donc, voilà, j'essaie de repositiver tout ça, même si le phénomène reste extrêmement massif. Et la temporalité entre les évolutions un peu de tendance longue et la rapidité du phénomène, de sa diffusion, sa massivité, évidemment, crée une espèce de sentiment où on a l'impression que quand il s'agit d'avoir les effets négatifs des choses, ça va très vite, parce que c'est numérique et tout va très vite, et quand il s'agit de bouger, c'est toujours très long. Et donc, du coup, ça crée un sentiment de décalage, qui d'ailleurs est justifié, il existe en partie. Mais encore une fois, il y a des choses qui évoluent, il y a des réglementations qui évoluent, il y a des contraintes qui commencent à peser sur les acteurs de l'économie, même si, évidemment, il y a des enjeux colossaux derrière et que les choses s'inscrivent dans la durée quand même. Et peut-être pour compléter cette petite touche un petit peu plus positive, on pourrait peut-être aborder la dernière partie sur les ressources, notamment associatives et institutionnelles, pour compléter le témoignage de Madame et citer quelques noms de structures qui pourraient accompagner les parents dans ces situations, en précisant que nous vous enverrons à l'issue de cette conférence un petit document ressources qui essaiera de reprendre un petit peu les textes de référence dont on a parlé au début, et aussi justement ces structures, qu'elles soient associatives ou des numéros spéciaux, et la petite démarche avec les différents pas à suivre pour prémunir et éviter le cyberharcèlement que Stéphanie a présenté tout à l'heure. Voilà, mais si on peut dire en quelques mots, puisque l'heure tourne, quelques structures qui me paraissent importantes de mentionner pour accompagner les parents dans ces situations-là. Alors, déjà, nous, l'UNAF, on a développé un site internet, Mon enfant et les écrans, qui aborde tous les sujets. Alors, des écrans, donc pas que du cyberharcèlement, pas que du harcèlement, mais on a aussi des articles conseils sur cette thématique et des conseils justement comment protéger, comment agir, comment signaler et que faire si mon enfant est victime. Donc, c'est voilà, Mon enfant et les écrans. Donc, il y a une page Facebook et un site. Alors, vous avez aussi le site Non Harcèlement qui est de l'Éducation nationale avec une ligne d'écoute de 30-20. Vous pouvez vous appeler pour être aidé. Et c'est vrai que sur le site Non Harcèlement, il y a plein de cheminements, enfin plein d'onglets qui vous permettent de voir les démarches à suivre, si votre enfant est harcelé, si votre enfant est harceleur, si votre enfant est témoin, quelle démarche vous pouvez faire. Enfin, voilà, il est assez rempli au niveau du contenu. Il y a le site Internet sans crainte aussi qui propose des fiches pédagogiques, des vidéos et qui propose ici des ateliers en milieu scolaire sur tout ce qui est cyberharcèlement. L'UNICEF, avec les petits citoyens, ont mis en place 10 vidéos d'animation intitulées « Et si on parlait de harcèlement à l'école ?» Donc là, c'est en plus, pour en revenir aux primaires, c'est vrai que c'est plus des vidéos qui concernent l'école primaire. Donc, c'est un bon support pour justement en discuter avec vos enfants. Il y a la famille tout écran qui sont des vidéos sur différents sujets sur le numérique en famille qui étaient faits avec la Caisse nationale des allocations familiales, le Clémy et France Télévisions, où il y a 2 vidéos où c'est « J'en ai marre des cyberharceleurs et liker peut blesser ». Il y a aussi Luminu, la plateforme de France Télévisions, qui a beaucoup de contenu pédagogique et de vidéos et qui a tout un dossier sur le harcèlement scolaire à l'école. Et là, vous pouvez trouver des vidéos selon l'âge de vos enfants, qui sont au collège, lycée ou à l'école primaire.
Et sur le site de la CNIL, il y a tout un article des démarches à faire, réagir en cas de harcèlement en ligne, et notamment comment signaler les contenus aux différentes plateformes. Et bien sûr, j'ai oublié, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'école des parents qui peut être une aide précieuse quand on a besoin justement de se tourner vers quelqu'un pour en discuter et faire accompagner son enfant. Et la CAF de Paris aussi a des articles sur le sujet. Oui, effectivement, n'hésitez pas à consulter le site monenfant.fr où il y a un certain nombre d'articles sur ce sujet. Également, via le CAF.fr, il y a le magazine Vie de famille qui a traité aussi d'un certain nombre de fois cette thématique. Et puis, effectivement, je ne sais pas si ça a été dit, je me suis absentée quelques secondes, les promeneurs du net qui assurent une présence éducative sur le net et qui sont aussi des référents pour vos enfants et sur lesquels les enfants peuvent compter, c'est-à-dire identifier, discuter, échanger. Et voilà, il s'agit de ce dispositif des promeneurs du net, donc sachez-le. Qui en plus sont présents sur les réseaux sociaux où sont vos enfants. Exactement. Ce qui est plus pratique ils ne sont quasiment pas sur Facebook, effectivement, car ils sont sur les réseaux sociaux de la dite jeunesse. Mais ça commence sur Instagram un petit peu. Effectivement, de plus en plus. Instagram, TikTok et d'autres encore que je ne connais pas. Bon, il doit y avoir Snapchat. Voilà, effectivement. Ce qu'on se disait lorsqu'on s'était réunis au sein du comité des parents, c'est qu'on est sur une thématique où on a énormément justement de ressources, et ça, c'est quand même une vraie richesse pour les parents, notamment pour les parents et les enfants, parce que ça peut être des ressources que les parents se saisissent en complément de ce qu'on s'est dit, que vous puissiez trouver des éléments plus précis, plus détaillés. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais ça peut être aussi des ressources pour vraiment échanger avec son enfant dans une logique presque avant même de prévention, de prévalence du risque pour notamment de ce qui relève des risques psychosociaux, aborder tous ces sujets-là aussi du vivre ensemble, du respect d'autrui, etc. On a énormément de ressources, et ça c'est vraiment une chance. Et donc, évidemment, il faut les utiliser, et puis il ne faut pas hésiter à les faire connaître. Voilà, d'autres parents, on a vu que dans le chat, il y a eu beaucoup de fois des remarques en disant « je connais un parent qui », etc. Donc, c'est un vrai enjeu de parentalité au sens pur de l'entraide parentale sur ces sujets. Voilà, n'hésitez pas à faire les porte-paroles, les relais de toutes ces ressources. Parce que vraiment, c'est un sujet où on a beaucoup de ressources. Et le vrai défi, c'est que les parents, et notamment tous les parents, puissent connaître ces ressources, s'en saisir. Le plus tôt possible, évidemment. Il vaut mieux se pencher sur cette problématique, vous l'avez compris, le plus tôt possible, ne pas attendre que des situations arrivent. Voilà, là, on va être sur un traitement, sur autre chose, on n'est plus sur de la prévention. Donc, c'est vraiment une chance qu'on a. C'est vraiment une chance qu'on a d'avoir toutes ces retours. Merci. Je précise, puisque j'ai des personnes qui me disent, voilà, on n'a pas abordé tel ou tel sujet. C'est un sujet qui est très vaste aussi, parce que, comme on disait, on part du harcèlement, on a resserré, nous, sur le cyberharcèlement, mais toute la question des risques, des expositions aux écrans, notamment des violences sexuelles, effectivement, on pourrait en parler pendant des heures, et je précise simplement que les ressources qui ont été citées, notamment Mon enfant et les écrans et les nombreuses autres que vous avez citées, peuvent être utiles aussi sur ces questions-là. Peut-être organiser un webinaire une prochaine fois sur ces questions plus précises, mais voilà, n'hésitez pas à vous saisir aussi de ces ressources qui peuvent vous servir sur ces questions aussi. Voilà. J'ai beaucoup de messages de remerciements. Voilà, ça fait plaisir. Merci à tous. Est-ce que Merci. Il y a une ultime question ou alors sinon, voilà, il est l'heure de nous quitter déjà. Merci à tous. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Merci à vous. Merci beaucoup. Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'organisation. Merci. Au revoir et bonne soirée à tous alors. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.